valider certaines questions, en fait, tout simplement. Voilà. Et une fois que vous avez rempli ces questions, eh bien, vous avez accès au groupe avec plein d'informations. Et aujourd'hui, on a envie de le diffuser en direct pour que vous puissiez le partager si vous avez envie sur, voilà, sur les réseaux, si ça intéresse du monde. Donc, on a un groupe pour les gens qui veulent faire un challenge, on a des groupes pour les challenges d'équipe. On a forcément un groupe qui vous correspond. Donc, je reviens sur mes calories. Mercredi, on a vu que on a essayé de comprendre, en fait, c'est plutôt comme ça qu'il faut que j'explique, que le concept manger moins et bouger plus n'était pas tout à fait faux, mais qui ne reprend pas en compte en fait tous les mécanismes biologiques qui vont nous permettre de lutter justement contre la perte de poids quand on est en perte de poids ou contre la prise de poids quand on est en prise de poids. Ce qui ne nous empêche pas de dire que le sujet des calories ingérées et des calories dépensées est absolument fondamental à comprendre afin de pouvoir rentrer vraiment dans les détails de tous ces mécanismes. Donc les mécanismes cérébraux qu'on a expliqués déjà, mais maintenant on va parler des mécanismes physiques ou physiologiques. Donc depuis mercredi, on parle des calories, mais je crois que je ne vous ai toujours pas donné la définition exacte des calories. Donc à la base, une calorie, c'est une unité de mesure correspondant à l'énergie nécessaire pour faire monter la température de 1 gramme d'eau de 1 degré Celsius. Une calorie, c'est ça. C'est l'énergie dépensée pour faire monter 1 gramme d'eau d'1 degré Celsius. Mais pour ne pas faire simple, bien sûr, en diététique, on utilise la grande calorie qui correspond en fait à 1000 petites calories que l'on écrit sous le sigle kilocal, donc un grand K, un petit K et un grand C pour parler des kilocalories. Bref, tout ça pour vous dire simplement que chaque fois que je vais parler des calories, ce sera celle utilisée en diététique, soit la grande calorie, d'accord, pour qu'on puisse parler le même langage. Donc, cette unité, elle a permis de définir à la fois le potentiel d'énergie contenu dans les aliments et l'énergie dépensée par notre corps, donc par notre métabolisme. Pour les aliments, le système que l'on utilise, encore aujourd'hui d'ailleurs, il nous vient des États-Unis. À la fin du 19e siècle, il y a un chimiste américain donc, qui s'appelait Wilbur Atwater, Wilbur Atwater, qui s'est lancé en fait dans la mesure des calories contenues dans 4000 aliments en enfermant des volontaires dans ce qu'on appelle un calorimètre. C'est une sorte de grosse boîte hermétiquement fermée, permettant de mesurer en fait le métabolisme de la personne qui est à l'intérieur du calorimètre grâce à sa respiration. Et il leur a fait manger en fait 4000 aliments différents en mesurant ceux non ingérés. Donc, c'est pas très ragoûtant, mais c'est le poids des excréments. Et il a obtenu en fait au final les valeurs qu'on utilise encore aujourd'hui sur toutes les étiquettes et dans le monde entier, soit par exemple 4 calories pour 1 gramme de protéines ou bien de glucides et 9 calories pour 1 gramme de lipides et plus l'alcool qui est encore un cas à part avec 7 calories pour 1 gramme d'énergie dépensée. Donc, si on reste sur cette base-là, on pourrait se dire qu'effectivement, une calorie, c'est une calorie. Que ce soit une calorie de glucides, une calorie de protéines, une calorie d'alcool ou une calorie de lipides. D'accord ? Quelle qu'en soit l'origine. Mais ces valeurs-là, en fait, elles correspondent en fait à l'énergie disponible dans les aliments et non pas celle qui sera au final absorbée. Et là, il y a une grosse différence et c'est important de comprendre ça. Premièrement, si on revient à notre schéma sur le métabolisme, le nombre de calories que votre corps utilise chaque jour, comme je le disais mercredi, en fait, eh bien, vous avez, on calcule ce qu'on appelle le métabolisme de base, d'accord, ou le métabolisme au repos. Ensuite, on a l'énergie dépensée par l'activité sportive,
par l'activité non sportive, vous savez, quand on marche, quand on se déplace, quand on repasse, etc. Et l'énergie dépensée par la digestion des aliments. Et quel est ce dernier élément qui est très important? Eh bien, c'est l'énergie que votre corps va dépenser pour digérer, assimiler les aliments. Et l'énergie va être différente en fait selon les macronutriments. Alors, je rappelle, un macro, ça fait penser à gros, donc c'est les nutriments qui sont les plus gros et que l'on doit consommer en plus grosse quantité. Comme ça résume bien les macronutriments. Donc, le coût de digestion et d'assimilation est, selon les macronutriments, entre 5 et 10% de l'apport total. Alors, ça, c'est pour les glucides. Ensuite, entre 0 et 3 pour les lipides et entre 20 et 30% pour les protéines. Donc, avec peut-être une légère variation de quelques pourcentages selon les sources de protéines. Donc maintenant, pour être concret, en fait, si on veut prendre à chaque fois la fourchette la plus haute, donc 10%, 3%, etc., lorsqu'on mange 100 grammes, enfin 100, pardon, pas 100 grammes, mais lorsqu'on mange l'équivalent de 100 calories, par exemple, on va prendre les glucides, d'accord, de sucre pur, eh bien, vous allez dépenser 10 calories pour le digérer et l'assimiler. Et donc, il vous reste à la fin 90 calories de stockage. Ou alors, si je prends 100 calories de lipides, ce sera alors 3 calories dépensées pour la digestion et l'assimilation et 97 calories de stockage. C'est énorme, hein? Et par contre, pour les protéines, eh bien, ce sera pour 100 calories ingérées, 30 calories dépensées pour un reste de 70 calories, ce qui est très, très intéressant. Donc, on comprend en fait maintenant pourquoi il y a une belle différence entre les macronutriments et ensuite, pourquoi les protéines sont à l'honneur dans certains régimes. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles des médecins, des chercheurs ont créé ce qu'on appelle des régimes hyperprotéinés. En fait, quand on a une augmentation des consommations des protéines, quand on est dans une perte de poids, plus que prévu, donc, eh bien, si on augmente cette consommation des protéines, on en met plus que des glucides, par exemple, ou plus que des lipides, eh bien, on va avoir un corps qui va dépenser plus de calories en fait pour les absorber, etc. Alors maintenant, il faudrait qu'on discute un petit peu de ce que c'est que on ne va pas rentrer dans le débat, mais qu'est-ce que c'est la notion de régime hyperprotéiné, c'est un point important, mais on ne va pas en discuter aujourd'hui. Ce que je vous demande, en fait, c'est simplement de garder dans un petit coin de votre mémoire que pour digérer des protéines, il faut 30 calories. Voilà. Et que c'est le macronutriment le plus important dans la dépense énergétique. Sachant que dans un repas équilibré qui mélange différents aliments, eh bien, il va y avoir aussi ce qu'on appelle l'effet thermique, qui va représenter en moyenne, lui aussi, 7 à 10% en fait, de dépenses des calories ingérées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un repas on va prendre un repas complet, par exemple entrée, plat, dessert, qui fait à peu près 1200 calories. Donc, c'est un bon repas, ok, on va peut-être plus se baser sur le repas d'un homme. Et après, on fera le calcul avec le repas d'une femme. Mais donc, par exemple, sur un repas de 1200 calories, eh bien, il va y avoir un effet thermique de 120 calories dépensées pour pouvoir assimiler ce repas. Si on part sur un repas qui fait 900 calories, on va avoir 90 calories dépensées. D'accord ? Donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement donc, la nature des macronutriments, on vient de le voir, ingérés, qui va influer sur les calories absorbées, mais il va y avoir aussi le degré et l'énergie, l'effet thermique dépensé. Et puis, il va y avoir aussi
la transformation et le degré de cuisson des aliments. Pour faire simple, quand on cuit ou qu'on transforme les aliments par des actions mécaniques, eh bien, on va diminuer l'énergie dépensée pour notre propre digestion et on va augmenter l'énergie absorbable. D'accord ? C'est une des raisons qu'on a vues quand on a fait l'histoire de l'alimentation, pour lesquelles l'invention de la cuisson a été une étape super importante, en fait. Bon, pas la seule, hein, je suis d'accord, mais dans le développement de nos gros cerveaux. Alors, comme je l'ai déjà expliqué dans les vidéos sur l'histoire de l'alimentation, puisque nos ancêtres, en fait, avaient alors plus d'énergie à consacrer à cet organe, le cerveau, ils ont donc augmenté leur capacité et leur capacité neuronale, en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que la cuisson et la transformation sont donc comme une prédigestion. Ça prémâche le travail de votre corps et ça peut même donner accès à plus d'énergie au sein de l'aliment. Alors, je vais vous donner des exemples, peut-être ce sera plus concret, mais ce qui veut dire que plus l'aliment est transformé, plus l'aliment est cuit à haute température, plus vous allez conserver l'énergie. Moins vous allez en dépenser en fait pour l'assimiler. Si on mange, par exemple, un exemple très simple, parce que quand on parle des protéines, on parle très souvent de l'œuf, puisqu'il contient les 8 acides aminés nécessaires au corps. Donc, si on mange, par exemple, du blanc d'œuf, dans lequel il y a la protéine, et qu'on compare la quantité cuite ou la quantité crue par rapport à la quantité de protéines réellement absorbée au final, eh bien, on va avoir 95% de la protéine absorbée lorsque le blanc d'œuf est cuit et 65% seulement lorsque le blanc d'œuf est cru. Un autre exemple que je peux vous donner, il y a eu en 2010 une étude, enfin c'est des chercheurs américains, oui, si c'est une étude, qui ont pratiqué en fait une comparaison énergétique entre des sandwichs, entre l'énergie dépensée pour pouvoir assimiler ce sandwich et l'énergie ingérée, c'est-à-dire les calories qu'il y avait dans le sandwich. Donc, entre un sandwich au fromage, enfin c'était un sandwich au fromage, mais en deux versions. Dans le premier sandwich, vous aviez un sandwich avec du pain au multicéréales, donc avec plein de graines, etc., et du fromage cheddar artisanal, c'est-à-dire qui venait d'un fromager, d'une ferme fromagère, et dans l'autre, du pain blanc sans croûte et avec un fromage industriel. Là, vous savez, les petits trucs, les cheddar préfondus, en fait. Les deux sandwichs avaient exactement le même nombre d'apports en calories et la même répartition en macronutriments. C'est-à-dire que le sandwich complet était plus petit que le sandwich blanc, pour vraiment avoir une comparaison similaire. D'accord ? Et le résultat, il a été que l'effet thermique dépensé pour la digestion du sandwich avec la version transformée, donc industrielle, a été seulement la moitié du sandwich au pain multicéréales et fromage artisanal, qui a été alors de 20% des apports. Ce qui permet de dire en fait que la version industrielle a augmenté le taux de calories retenu par le corps. Un autre exemple, avec quelque chose que j'affectionne particulièrement et qui pourtant est mis de côté la plupart du temps quand les gens font des régimes de perte de poids, ce sont les oléagineux. Alors, il y a certains d'entre vous qui le savent peut-être, c'est vraiment un de mes aliments préférés parce que c'est ce qui va m'apporter un taux de protéines sur la journée. Donc, si je prends les noix, les noisettes, les amandes, etc., eh bien, la structure de ces aliments fait qu'une grande partie des nutriments, et notamment les lipides, sur une amande, il y a 35% de lipides pour seulement 26% de protéines, et après c'est fibreux, donc c'est-à-dire que c'est glucidique. Donc, dans le cas des oléagineux, donc où il va y avoir une grosse partie de gras, eh bien en fait, ces acides gras, ils sont protégés par ce qu'on appelle les fibres, donc la paroi cellulaire.
et donc ça les rend difficilement accessibles en fait par la digestion. Donc en gros, plus vous transformez les noix, plus vous allez pouvoir absorber l'énergie de ces oléagineux et donc ces calories. Et en fait, c'est assez imagé parce que rien qu'avec la mastication, ou non, en fait, par rapport à l'énergie perdue. Donc, si vous consommez des noix ou des amandes entières, vous allez devoir les mâcher, d'accord? Donc, ça va vous demander de l'énergie. Vous allez travailler musculairement déjà, donc mécaniquement, alors que si vous prenez une purée d'amandes, par exemple, ou une purée de cacahuètes, eh bien, si vous prenez une cuillère à café de cacahuètes, où vous allez avoir entre 10 et 15 amandes, ça s'absorbe comme rien. Contrairement à des amandes que vous allez, si vous mangez 15 amandes, je peux vous assurer que vous allez mâcher un bon moment. Surtout si vous les mettez les 15 dans la bouche en même temps. Voilà. Et donc, l'assimilation de l'énergie, eh bien, ça va montrer, en fait, cette étude montre que la mastication demande beaucoup plus d'énergie, donc va brûler et dépenser plus d'énergie qu'elle n'en retient. C'est la même chose lorsqu'on avait vu qu'on pouvait absorber plus de calories avec les fruits secs. Vous savez, quand on parle des purées de dattes ou des purées de pruneaux, des choses comme ça, ou les pâtes de fruits ou des choses comme ça, l'énergie est décuplée. L'énergie conservée, d'accord? Plutôt que l'énergie dépensée à le consommer. Parce que ce soit l'oléagineux ou bien le fruit, comme il n'est plus entier, eh bien, ça fait une très grosse valeur calorique au niveau des purées, en fait. Alors, là aussi, les étiquettes sont fausses. Et alors, c'est pas mal intentionné, hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de lumière. Ce n'est pas mal intentionné du tout, c'est juste que les calories écrites sur les étiquettes, elles sont en fait basées sur la formule du chimiste Atwater, dont on a parlé tout à l'heure là, et ne prennent donc pas du tout en compte la quantité d'énergie qui est digérée quand on les mâche comme ça, parce qu'elle est protégée derrière la paroi cellulaire. Donc allez, pour résumer tout ça, si vous achetez par exemple un paquet d'amandes entières et que vous comparez les calories avec un pot de purée d'amandes, eh bien, où elles sont broyées, d'accord, par une machine, que vous lisez les étiquettes, vous allez avoir la même valeur calorique pour le sachet entier et vous allez avoir la même valeur calorique pour comment ça s'appelle, pour la purée d'amandes. Donc, par rapport à la calorie absorbée. Ce qui me fait dire que quelqu'un qui est en perte de poids, il vaut mieux qu'il croque les amandes. Quelqu'un qui est en prise de poids, il vaut mieux qu'il prenne la purée d'amandes. Voilà, tout simplement. D'accord? Puisque vous allez en consommer plus dans la purée. Donc, forcément, si on lit les étiquettes, elles sont fausses. D'autres critères. Alors, je vous ai dit qu'il allait y avoir d'autres critères qui rentraient dans cette phrase « manger moins et bouger plus ». Parce qu'il y a des critères qui interviennent sur l'énergie absorbée d'un aliment, comme par exemple, qu'est-ce que je vais dire? Ainsi, par exemple, la quantité de fibres. Sur un aliment type, plus vous augmentez la quantité de fibres, plus vous allez diminuer les calories absorbées. Pourquoi? Parce que plus l'aliment est riche en fibres, plus ça va demander de l'énergie à votre corps pour pouvoir les consommer. Un autre indice, la flore intestinale, ou ce qu'on appelle le microbiote maintenant. Puisque selon le type de bactéries et le nombre que vous avez dans l'intestin, leur vitalité vous fera absorber un petit peu plus ou un petit peu moins de calories. Bref, tout ça pour vous dire que ça rend quand même le comptage précis des calories super difficile, non seulement en temps réel, mais aussi avec plein de tous les paramètres de temps qu'on peut avoir sur une journée, parce qu'on ne va pas forcément noter tout ce que l'on consomme.
Et puis, que les calories qui sont écrites sur les emballages, eh bien, vous avez bien compris que c'était pas, ça ne correspondait pas à ce que l'on allait ingérer et conserver, en fait. Hein. D'accord? Les données restent des moyennes et il peut vraiment y en avoir certaines variations, notamment par rapport au mode de production. Si vous comparez une purée avec une purée d'amandes avec d'amandes complètes et une purée d'amandes blanches, le taux de fibres sera différent, etc. Voilà. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore d'autres paramètres qui interviennent dans le brûlage de calories? Si, un et qui n'est pas des moindres, la hausse, par exemple, du CO2 dans l'atmosphère avec les changements climatiques qui réduit en fait la teneur en protéines et en micronutriments de tous nos fruits et légumes, des plantes. Donc ça, c'est aussi un paramètre à prendre en jeu parce qu'aujourd'hui, on a une alimentation qui est de plus en plus dénuée et de macronutriments et de micronutriments. Donc, c'est pour ça qu'on complète notre alimentation, pour pouvoir être au top de nos besoins. Parce que nos besoins, eux, ils sont maintenus au niveau énergétique, c'est ce qui fait qu'on a beaucoup plus de gens fatigués, qu'on a beaucoup plus de gens stressés. En plus, on a des vies absolument trépidantes qui nous demandent d'avoir un taux d'antioxydants et de vitamines beaucoup plus haut qu'auparavant, alors que l'alimentation nous en produit moins. Donc, en conclusion, vous vous demandez peut-être maintenant, est-ce que ça vaut le coup de compter les calories ou est-ce que ce serait qu'un intérêt léger de les compter? Donc là, je vais vous répondre à la normande. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc ça vous fait une belle jambe. Non, dans le sens que ce n'est pas une stratégie pratique à long terme, parce que ça crée un sentiment de contrôle, c'est très, très contraignant. Et puis en plus, ça nous fait fixer nos objectifs en fait sur le comptage en continu, donc c'est épuisant. Et puis je vais vous dire aussi, oui, c'est intéressant de les compter, si vous ne l'avez jamais fait de votre vie seulement, juste pour avoir une idée de là où vous partez en fait, et surtout si vous avez besoin en vue d'une perte de poids ou en vue d'une prise de poids ou même une stabilisation. Hein. Mais si on a besoin de calculer en fait nos apports primaires, eh bien, on va avoir besoin d'une base. Donc, c'est intéressant de les compter à ce niveau-là sur une période de 15 jours. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans certaines applis, c'est qu'on peut avoir le détail des apports en macronutriments et parfois en micronutriments, mais c'est beaucoup plus variable. Mais par exemple, savoir si vous mangez trop ou pas assez de protéines, par exemple, de glucides ou de lipides, ça peut être intéressant parce que vous allez pouvoir identifier des déficiences éventuelles, en tout cas des déficiences en micronutriments et en protéines. Donc, il n'y a absolument aucune obligation, mais voilà, je vous conseille juste de faire ça sur une semaine ou 15 jours. Vraiment, 15 jours, c'est l'idéal en fait. Par contre, il faut vraiment rentrer toutes les données, y compris toutes les boissons, le verre d'eau, etc. Si vous consommez la boisson en mangeant, au repas, les sodas, les jus de fruits, l'alcool, les sauces, les bonbons, les chewing-gums, les écarts, une pomme, tout doit rentrer dans l'application. Et à la fin, en fait, des 15 jours, eh bien, vous aurez une moyenne quotidienne des calories qui sont consommées, en fait. Hein, et donc, si pendant ces 15 jours, votre poids est resté à l'identique, vous pourrez alors savoir que votre niveau de maintenance calorique, c'est cette moyenne-là. Alors, bien sûr, avec des imprécisions, hein, celle qu'on vient de voir, là, on n'a pas parlé une demi-heure pour rien. Alors, comment on fait ça? Alors, on peut le faire manuellement, mais franchement, c'est très compliqué. Maintenant, il y a plein d'applications sur les téléphones ou même sur Internet, sur l'ordinateur, par exemple. La plus connue, c'est MyFitnessPal. Ça s'écrit MyFitnessPal. Moi, j'aime utiliser Chronometer. Bon, peut-être vous n'allez pas l'aimer parce qu'elle est qu'en américain, enfin en anglais, je crois.
Bon, le plus important pour moi, encore une fois, et c'est surtout de bien lister tout ce que vous mettez dans votre bouche, y compris les matières grasses utilisées pour la cuisson. Vous savez, si vous mettez une noix de beurre, etc. Si vous saupoudrez un peu de sel ou bien un peu de sucre, etc. D'accord? Donc, bien sûr, le plus vite vous commencerez, le plus vite vous aurez vos chiffres pour vous en servir juste après. Ça, on en reparlera dans plusieurs jours. Là, vous êtes libre de me poser les questions par rapport à cette vidéo sous la vidéo et de vous orienter peut-être vers votre coach pour avoir un bilan au top pour pouvoir commencer à, pourquoi pas, à contrôler ce poids, que ce soit à la hausse, à la baisse, ou bien le maîtriser dans sa stabilisation. Hein, et à ce moment-là, travailler plus sur l'énergie, le maintien de la forme, un bon sommeil, etc. Je vous souhaite une excellente après-midi et puis je suis tout oui pour vos questions. Toc. Alors, normalement, j'ai arrêté la diffusion.